est-ce que le Sony 70-200 2.8 GM version 2 est un bon objectif? Maintenant, est-ce qu'il vaut ces 3000 €? Ça, c'est une autre histoire. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez compris, on va parler du Sony 70-200 2.8 GM version 2 et je précise bien version 2. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être en pleine réflexion pour peut-être acheter cet objectif et vous posez tout un lot de questions. Est-ce que c'est un bon objectif? On va pas se mentir, la réponse est un grand oui. Également, vous pouvez vous demander est-ce que cet objectif mérite qu'on y mette les 3000 € et est-ce qu'il vaut vraiment ces 3000 €? Ça, on y répondra. Également, forcément, vous posez peut-être de nombreuses questions, de savoir est-ce qu'il vaut mieux prendre la première version plutôt que cette deuxième version? Est-ce que également il vaut mieux se tourner vers la version peut-être F4 ou alors peut-être même partir sur l'autre alternative qui est très intéressante, on en parlera à la fin, le Tamron 70-180 2.8. Bref, vous l'avez compris, moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est forcément de parler de ce caillou. Ce que on va faire, c'est que je ne vais pas du tout, mais alors pas du tout, et c'est pas ce que je fais sur cette chaîne, je ne vais pas faire un test en bonne et due forme de cet objectif avec, vous savez, des mires, des trucs, non. C'est pas ça. Moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement, et moi, c'est ce que j'aime regarder quand je veux acheter du matériel, c'est un retour d'expérience de la vraie vie. Donc, c'est-à-dire des photos sur le terrain où on va aborder tous les aspects de cet objectif, piqué, bokeh, stabilisation, photo, vidéo, etc. Ça fait plus d'1 an que je l'ai cet objectif. J'en ai fait l'acquisition à sa sortie. Donc en plus d'1 an, j'ai réellement testé cet objectif dans tous les sens. Et vous allez voir quand on va regarder les photos, pour du portrait, pour du paysage, je vous montrerai aussi pour de la vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai sélectionné donc des pistes vidéo pour vous montrer. Donc ça, c'est pour les vidéastes. Pour les photos, on passera directement sur l'ordinateur. J'ai sélectionné une quarantaine de clichés assez représentatifs de tout ce que je voulais vous montrer pour voir dans la vraie vie ce que donne cet objectif. À la fin, on répondra de savoir est-ce qu'il vaut le coup par rapport aux autres, comment il se situe et est-ce qu'il est fait pour monsieur tout le monde? Pour moi, la réponse est clairement non. On verra pourquoi. Enfin bref, assez parlé, puis passons dans le détail. Alors pour commencer, j'aimerais faire une présentation de cet objectif. C'est la deuxième itération donc du 70-200 de chez Sony. Le terme exact, c'est donc 70-200 GM OSS 2 en ouverture constante 2.8. Simplement, je vais pas donner tout ce qui est caractéristique sur l'optique, etc. On s'en fout. Sinon, vous les avez sur le site de Sony ou sur les vidéos tests, etc. En détail. C'est un objectif qui, en termes de préhension, je le trouve exceptionnel. Mais alors, exceptionnel. On est sur les standards de Sony aujourd'hui et autant des fois sur les boîtiers, je trouve qu'ils pourraient faire un chouïa plus quali, par exemple sur le A7 IV. Autant sur cet objectif-là, on est sur un objectif de haut vol. C'est-à-dire que quand vous regardez en détail l'objectif, vous avez un objectif qui est en béton armé. C'est du métal, tout est en métal. Les bagues sont dans un caoutchouc vraiment haut de gamme. Tous les boutons, quand vous appuyez dessus, voilà, ça fait des petits clics, c'est tout. Mais c'est un objectif de très belle facture. C'est un objectif également, je le précise, donc à zooming interne. Donc vous voyez, si je zoome et je dézoome, donc je le fais là, hop, vous voyez, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. C'est en partie, et ça je vous l'expliquerai à la fin, c'est en partie pour ça que je l'ai choisi. Également, c'est un objectif qui est stabilisé, c'est très important de le préciser. La stabilisation, on va revenir dessus en détail. Et globalement, vous avez une multitude d'options dessus. Alors, c'est tous les boutons que vous avez là. C'est vrai que vous recevez le truc, vous dites « Ouh là là là, mais c'est quoi tous ces boutons ?» Et vous avez plein de petites options que j'adore. Alors pas que j'utilise forcément tout le temps, mais elles sont là et c'est génial. C'est un objectif qui est destiné pour moi clairement à un public professionnel avec une utilisation professionnelle. Donc parmi les petits détails pour moi qui font la différence, vous avez par exemple le collier. Alors bon, ça c'est assez classique sur le 70-200, mais par exemple sur un Tamron 70-180, vous ne l'avez pas. Donc là au moins le poids, il est bien réparti quand vous le mettez sur un trépied. J'aime bien le collier, juste je le dis, je le trouve vraiment de bonne taille, il est pas trop gros, il s'enlève et je tiens souvent à l'envers. J'ai pas des grandes mains, mais j'aime beaucoup le tenir. Donc quand j'ai mon 70-200 monté sur le Sony, c'est vrai que quand je le porte à la main, c'est très agréable. J'ai pas peur de le lâcher, etc. Génial. Ici, vous avez une bague d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qui est apporté par cette version. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que vous pouvez le mettre sur A,
C'est comme sur les appareils Fuji en fait, hein, c'est pareil, vous avez A, donc là vous gérez l'ouverture directement dans votre appareil photo, et sinon vous pouvez le régler manuellement ici. Cette bague, moi je n'utilise jamais, sauf parfois en vidéo, et le gros avantage c'est que vous pouvez choisir, vous avez le petit bouton ici, vous pouvez choisir de la rendre cliquable ou pas. Donc quand vous la tournez, soit ça fait clic, 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 soit c'est une ouverture qui est fluide. Ça, c'est particulièrement intéressant en vidéo. Les vidéastes, ils comprennent. Ensuite, vous avez, parmi tous les boutons, vous avez par exemple la stabilisation, choisir le mode de stabilisation. Vous pouvez choisir la distance sur laquelle il va faire la mise au point. Vous pouvez choisir, savoir si vous avez ce qu'on appelle l'activation de la DMF. Alors DMF, c'est en gros, chez Sony, c'est une position de mise au point qui est mi-manuelle, mi-automatique, c'est-à-dire que vous faites d'abord une mise au point automatique et ensuite, si vous bougez la bague de mise au point, vous pouvez la manipuler manuellement. Ça, c'est génial. Et là, vous pouvez choisir de fait de l'activer ou pas. Bon, vous avez 3 modes de stabilisation. Ça, on y reviendra plus en détail par la suite. Vous avez 2 boutons. Vous avez 2 boutons... vous savez, de personnalisation. Et ce qui est bien pensé là aussi, c'est que vous avez le bouton, en fait, c'est la même fonction. Hein. Simplement, selon la position, si vous êtes en portrait ou en paysage, tout simplement, vous avez quand même le bouton, vous n'avez pas besoin de vous tordre la main. Au global, si je résume, l'objectif est vraiment, d'un point de vue ergonomique, pour moi, exceptionnel. Mais exceptionnel, je n'ai rien à dire. Voilà. D'un point de vue du poids aussi, c'est un objectif qui pour moi est assez incroyable. Alors en termes de taille, de longueur, c'est un 70-200 tout à fait classique, il n'y a rien de révolutionnaire, mais il fait 1 kg et 45 grammes, ce qui en fait pour moi un 70-200 très léger. Alors vous avez par exemple chez Canon un modèle équivalent monture L qui est plus petit mais à zooming externe. Voilà, je préfère avoir un truc plus long mais à zooming interne. Ça personnellement moi je préfère et je trouve que Sony a fait le bon choix par rapport à Canon. Ça n'est que mon avis. Certains me diront non, moi je préfère avoir un truc plus petit dans le sac avec un zooming externe. Moi, je préfère avoir cette sécurité, on va dire, de durabilité. Mais en termes de poids, en fait, on n'a plus du tout le poids des 70-200 traditionnels. Donc là, vous avez un objectif qui est très, très, très agréable à utiliser à main levée. Et ça, je tiens à le dire, à insister dessus. C'est un objectif que j'adore utiliser, qui est très bien équilibré du point de vue de son poids. Hein. Vous pourrez faire de longues sessions à main levée sans aucun problème. Je n'ai pas ressenti, vraiment, sauf si j'utilise très très longtemps, mais j'ai pas ressenti de gêne, de poids, etc. Avec un 7.4, je trouve que c'est un équilibre assez génial. Et le kilo est bien réparti sur l'ensemble, donc c'est pas un problème. Dernière petite chose, le pare-soleil qui a changé par rapport à la version 1. Donc celui-là, il est tout rond. Vous avez, et c'est là où vous voyez le souci du détail, vous avez du caoutchouc autour à l'avant. Quand vous le posez sur une table ou quoi, c'est vrai que ça l'abîme pas. Ça c'est vraiment très cool. Et vous avez même la possibilité d'ouvrir en fait directement le pare-soleil si vous avez par exemple un filtre polarisant, que vous voulez le tourner, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Vous ouvrez, vous tournez votre bague et puis vous refermez. Voilà. On voit que tout a été étudié dans les moindres détails d'un point de vue ergonomique. Ça, là-dessus, je vous dis, je n'ai rien à dire. C'est un excellent objectif professionnel haut de gamme. Bon, bref. En même temps, à 3000 balles, il peut. Alors maintenant, on va passer au plus important, c'est la qualité d'image. Là, je ne vais pas y aller par 4 chemins et je préfère après vous montrer dans le détail en regardant de plus près. Mais c'est un objectif tout simplement pour moi exceptionnel. Si je devais résumer, c'est un objectif qui a un piqué stratosphérique, mais vraiment stratosphérique. Et j'ai beau l'utiliser depuis 1 an, je suis toujours surpris par la qualité optique de cet objectif. C'est un objectif qui est très homogène. C'est un objectif qui, pour moi, a sa plus grande qualité, mais de loin, je trouve, c'est le rendu global et ce qu'on appelle les micro-contrastes, c'est-à-dire que les images ont du relief. Et ça, vous le verrez, les images parlent d'elles-mêmes. Enfin, c'est un objectif qui, du point de vue du bokeh, etc., est superbe. Voilà. Je vais pas rentrer plus dans le superlatif, vous allez comprendre, et là-dessus, certes, il coûte 3000 €, mais pour ces 3000 €, je vous avoue que vous avez un rendu qui est stratosphérique. Enfin bref, plutôt que de faire un long récit infini, je vous propose de passer sur l'ordi et qu'on regarde concrètement différents éléments, le piqué, l'homogénéité, le bokeh, etc., à travers des images réelles prises sur le terrain.
Bien, nous voici à présent donc devant l'ordinateur. J'ai sélectionné donc, je vous ai dit exactement 39 clichés pour être précis, des clichés très divers. Et vous allez voir, on va les parcourir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que ces clichés, je les ai mis dans Daiso Photolab 6 parce que je trouve que c'est un logiciel qui exploite particulièrement bien les RAW. Je n'ai touché qu'à l'exposition, c'est-à-dire que j'ai juste augmenté ou un petit peu descendu l'exposition pour que l'image soit bien. Et après, je n'ai rien touché d'autre, contraste, etc. Je n'ai pas touché. Vous le voyez sur l'écran, vous avez donc la photo, vous avez également les exifs, comme ça on va pouvoir à chaque fois regarder. Et je vous propose qu'on débute en parlant notamment du bokeh. Alors vous voyez, ça c'est une photo qui a été prise à Tallinn au marché de Noël, ce que je trouve assez exceptionnel. Alors déjà, vous voyez quand on zoome, là on va parler de piqué, mais vous voyez à quel point c'est piqué. Alors ça c'était juste sur le dessus d'une cabane. Vous aviez ce petit oiseau décoratif. Et c'est vrai que derrière il y avait le méga sapin de Noël de Tallinn. Et c'est vrai que ça faisait des billes de bokeh. Vous vous rendez compte à quel point ces billes de bokeh sont magnifiques. Vous voyez que celle du centre est vraiment nickel. Elles sont très bien définies et j'aime beaucoup le bokeh. Vous le verrez sur d'autres photos, je le trouve très doux. Et puis après, cet effet œil de chat sur les bords. Mais vous voyez, ça produit un bokeh assez énorme. Et j'adore utiliser cet objectif. Et je trouve que le rendu de bokeh est particulièrement beau. Les transitions sont belles. Je ne trouve pas le bokeh nerveux. Enfin bref, voilà. Donc vous regarderez sur les clichés suivants à ce sujet. Je vous donne un deuxième exemple de bokeh, toujours à Tallinn. Donc là, pour revenir sur le piqué, vous voyez le petit bonhomme, il y a Laura qui est derrière. Vous voyez, elle est totalement floue. C'est simplement, elle tend le bras comme ça vers la caméra. Donc là, on est, je regarde juste la focale, vous voyez, à 178 mm, donc c'est particulièrement zoomé. Il faisait nuit, je précise, il faisait nuit. Donc là, la stabilisation a fait aussi son job. Vous voyez qu'en termes de vitesse, on est à 1 centième de seconde. Donc voilà, par rapport à la plage focale, on n'est pas du tout au double de ce qui serait la règle un petit peu standard. Et vous voyez que l'image est parfaitement nette. Et voilà, même vous voyez le détail sur le truc de fil qui dépasse du gant, c'est assez fou. Et vous voyez là aussi le bokeh qui est particulièrement réussi en arrière-plan. Troisième cliché, alors là c'est votre serviteur qui est devant la caméra. Donc ça c'est Laura qui m'avait fait ce petit portrait. Là vous voyez on est à 129 mm. Vous voyez là aussi les billes de bokeh derrière. Vous voyez sur mon visage à quel point c'est net, à quel point c'est sharp. Vous voyez plein de détails. Vous voyez on est à 1250 ISO. Et ça, je trouve ça génial. J'ai pas du tout appliqué de réduction de bruit ou quoi, mais vraiment rien. Et là, vous voyez, le bruit est très léger. C'est là où vous voyez que le A7 IV est quand même aussi très bon. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment zoomer pour déceler un début de bruit. Et vous voyez au niveau des poils, par exemple. Là, vous voyez clairement que j'avais froid, parce qu'il faisait très, très froid. La mise au point, vous voyez l'œil qui est parfaitement net. Vous voyez bien les cils. Vous voyez la petite goutte au nez, exceptionnelle, voilà. Mais vous voyez là, l'humidité, le froid, il faisait des températures négatives particulièrement basses dans ce pays à ce moment-là. Et voilà, donc c'est superbe. Et vous voyez derrière, vous voyez que le flou est très léger, très progressif. Voilà, je vous dis, je suis assez fan du rendu. Autre style aussi, là c'était pour montrer le niveau de piqué. Alors vous avez toujours le bokeh, puis là vous voyez sur l'horloge. Donc c'est, je vous dis niveau bokeh, c'est très cool. Niveau piqué, plus au global. Là c'était fin de journée, dans les pays baltes il fait nuit en hiver très très tôt, donc fin de journée en fait là il est genre 16h sur la photo. Et je voulais vous montrer sur les textures pour voir le niveau de piqué. Quand par exemple vous zoomez au centre de l'image, vous voyez sur la grue, vous vous rendez compte à quel point c'est net en fait. C'est waouh. Je dézoome, voilà, ça c'est l'image en entier. Maintenant je zoome à fond et là vous voyez à quel point c'est net. Au niveau des câbles, au niveau vous voyez des détails, c'est fou. Je vous dis cet objectif il est assez fou. Là c'est pareil au niveau de la tour, vous voyez très bien les détails au niveau des croix, au niveau de la croix ici. Et si on monte, vous voyez on va taper plus sur l'objectif, c'est particulièrement net aussi. Et maintenant on va aller, alors vous voyez même l'eau sur les petites vaguelettes, c'est très net. Et si on va maintenant tout en bas, dans les coins, vous regardez maintenant tout ce qui touche à, vous voyez les pierres. Alors là sur la tour, vous voyez que c'est particulièrement net,
c'est sharp de chez Sharp. Au niveau de la toiture, c'est très net. Et dans l'angle sur le côté, vous voyez que c'est aussi très très net. On est à f4,5, donc voilà. Et le piqué est exceptionnel. Vous voyez ici sur la texture des arbres, c'est particulièrement réussi. Et c'est un objectif qui brille par son homogénéité. Voilà. On le verra sur d'autres clichés. Vous voyez même là, vous lisez très nettement 1989. Ouais. Je vous dis, c'est impressionnant. Il a une capacité, ce qu'on appelle de résolution, c'est-à-dire d'exploiter les capacités du capteur et qui est pour moi exceptionnel. On se rapproche réellement des capacités pour moi d'une focale fixe. J'ai l'impression de shooter avec une focale fixe en fait. C'est fou. Et même à 200 mm, généralement sur ce type d'objectif, c'est vraiment sur les fonds de zoom que c'est faible. Et à 200 mm, vous verrez sur d'autres clichés, c'est d'une netteté assez impressionnante. Toujours à Tallinn, là vous aviez ce goéland. Voilà, vous savez que je les appelle avec Laura, on les appelle les poulets de mer. Et là voilà. Donc là vous voyez au niveau de l'œil, on le verra après quand on parlera de l'autofocus. Forcément ça fonctionne très bien avec la détection des objets, des sujets, des animaux aussi. Donc là moi j'avais mis le mode oiseau sur le Sony A7 IV et de suite il chope l'œil, il le lâche plus. Et là vous voyez que c'est c'est super net. Vous voyez tous les poils, les détails et tout. Et vous voyez tellement on est à 200 mm. Donc vous voyez le niveau de piqué. Là j'insiste, quand vous regardez c'est waouh, regardez-moi ça. C'est fou. C'est un capteur de 33 millions de pixels. Donc je vous laisse imaginer, vous montez ça sur un A7R5 avec ses 61 millions de pixels. Voilà. Et c'est un objectif qui tiendra très très bien à la montée en définition sans aucun souci. Donc c'est très net. Même oiseau, là vous voyez pareil, je zoome et bim, c'est super net. Regardez tous les détails au niveau du bec, au niveau de tous les poils. Et vous voyez, quand je vous parlais de micro contraste, là on est clairement dessus. Voilà, j'aime vraiment. Portrait, donc toujours à Tallinn en Estonie, et là vous voyez pareil au niveau des cils, on voit tout, c'est-à-dire que là on s'en rend compte avec Laura, on voit tout, c'est exceptionnel. Vous voyez au niveau des petits poils là, au niveau de la capuche, c'est chirurgical. Vous voyez très bien les petits flocons de neige. Vous voyez aussi très bien les petits flocons qui tombent, qui sont un peu floutés parce que avec leur vitesse, voilà. Mais pareil, toujours très beau. Là ici, c'était pour vous montrer aussi vous voyez, on est à 70 mm, donc c'est moins zoomé. Et pareil, quand on regarde, hop, vous voyez au niveau de l'écran, vous voyez bien les petites traces là de saleté dessus. Vous voyez bien la personne qui pilote. Et puis vous voyez là devant, c'est très très net au niveau de la face. Et vous avez la dame derrière aussi. Les voitures. Un bokeh très progressif et très doux. Pourtant là, vous voyez, je suis à f2.8 à 70 mm. Mais vous devinez quand même le flou qui commence à apparaître. On arrive, je crois, à la fin des clichés de Tallinn. Simplement pour vous montrer de nuit. Là, je suis à, vous voyez, 1/125e à 178 mm, 800 ISO. Et là, vous voyez que c'est très très net aussi. C'est très très net. Voilà. Donc, là, on arrive maintenant aux questions d'AF, donc d'autofocus. L'AF est particulièrement réactif. J'en parlerai par la suite sur la partie vidéo. Comment on appelle ça déjà? Un truc qui balance une balançoire. Voilà, une balançoire. Et donc vous avez Laura qui était sous la neige en balançoire. Et voilà. Donc vous voyez 1/640e de seconde, 200 mm f2.8. Et là vous voyez tout est parfaitement net. Et puis derrière tout est flou. L'AF accroche systématiquement. En photo sportive et animalière. Donc c'est un objectif mais vraiment très performant. C'est-à-dire que si vous cherchez un 70-200 pour faire du sport ou de l'animalier ou je ne sais quoi qui est réactif en photo, c'est un objectif qui, pour moi, est le must de ce qui se fait aujourd'hui. Je suis pas un grand photographe sportif ou animalier. J'aime beaucoup en faire et j'en fais de plus en plus. Je me suis amusé à le tester en profondeur, cet objectif, avec le Sony A7 IV, il est excellent en autofocus. Cependant, c'est pas le plus rapide de chez Sony. Donc vous avez les A9, vous avez le A1 qui sont stratosphériques. Le dernier A7R5 avec son AF intelligent entre guillemets qui est aussi stratosphérique. Mais là, vous avez un objectif qui
fonctionne à merveille avec le A7 IV et c'est impressionnant. C'est-à-dire que je peux faire des rafales à 200 mm. Là, vous voyez, je suis à 200 mm. Des fois, en plus, je fais un crop, vous savez, sur le capteur, je passe en mode APS-C. Donc, c'est un équivalent de 300 mm en cadre. Et là, en fait, je n'arrive pas à le prendre en défaut. Si je mets en AFC suivi de sujet dans le Sony A7 IV, une fois qu'il chope le sujet, si je le suis, même dans le bord, dans l'angle, il me fera des photos nettes et je n'ai quasiment, mais jamais de déchets. Et en fait, s'il y a des déchets, c'est de ma faute. C'est pas la faute du matériel. Donc, c'est un objectif qui est impressionnant. Là, vous voyez, un 5 millième de seconde, f2.8, 200 mm. Voilà. Bah là, c'est juste, on arrive au max de définition parce que je zoome fort, mais vous voyez que c'est parfaitement net. La mise au point a été clairement faite. Là, c'est pareil. Sur celle-là, je crois même que je suis en mode APS-C, je crois. Et vous voyez, là, vous avez ce jeune goéland qui, ça c'est exceptionnel sur la côte, nous ici, qui porte en fait dans son bec une moule. Et l'objectif, c'est de prendre la moule, de la faire tomber sur le sol pour qu'elle s'éclate et qu'il puisse manger. Ils sont intelligents, hein, ces petits, ils sont super intelligents. Et donc, voilà, là, le but, c'était de photographier ça. J'ai toute une série là-dessus et toutes les photos sont parfaitement nettes. Donc, quand vous zoomez, vous dites au départ, je pars de quand même assez loin. C'est très, très net. Autre exemple, vous voyez là. Là, vous voyez ici, c'est à Vissant, ça. Vous avez la voile de kitesurfer derrière. Et puis là, vous avez, pareil, vous avez l'oiseau. Et bam, voilà. Vous voyez que c'est l'œil qui est parfaitement net. L'œil est parfaitement net. Avec le suivi des animaux, ça fonctionne parfaitement bien et il trouve très rapidement. Deuxième exemple, vous l'avez ici, voilà. Et vous voyez, à chaque fois, je vous ai pas mis toutes les séries parce qu'en fait, ça sert à rien. Toutes les séries, elles sont nettes. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer sur le cliché. Vous voyez, c'est ici qui fait la mise au point et puis après, vous devinez. Que forcément c'est très efficace. Maintenant sur de l'humain, là c'est pareil, kitesurfer, donc toujours à Vissant. Et là vous voyez, c'est pareil, hein, c'est super net. Voilà. Et à chaque fois j'ai des rafales qui sont super bien. Il perd pas du tout la mise au point. Vous faites une rafale de plusieurs secondes, il va prendre des dizaines de photos, mais en fait l'autofocus ne perd pas. Et là c'est le couple boîtier objectif qui fonctionne à merveille. À nouveau là vous voyez, paf, parfaitement net. C'est son visage qui est net, la planche est nette. Vous voyez le détail dans l'eau. À un 5 millième de seconde, donc là ça permet de réellement figer. Donc là on revient sur un petit peu la partie plus qualité optique et piqué. Alors là vous voyez c'était à Riga dans les pays baltes en Lettonie. Et là vous voyez il neigeait et là vous avez un niveau de détail qui est pareil, qui est très très important. Si vous regardez en bas, là on est à f4.5, hein. Si vous regardez en bas là c'est pareil, ça fourmille de détails au niveau du bâtiment. Je vous dis, optiquement parlant, c'est quand même assez fou. Maintenant, sur une utilisation plus paysagère, c'est un objectif qui, moi c'était aussi pour ça que je le voulais, qui est très très bon, parce que vous commencez à bien le comprendre, il est très homogène. Et là, vous voyez par exemple, il faisait quand même très sombre, c'est le lever du jour, mais vous voyez dans la vallée, c'était super sombre. Et là, vous voyez sur la cime de montagne, 1/400e, f4.5, ISO 320. Quand vous zoomez, vous voyez, je pars de 0, je zoome, et là vous voyez, paf, sur le pic, vous voyez à quel point, vous voyez, c'est contrasté. C'est vraiment contrasté comme il faut. Et là, regardez, ça fourmille de détails. Oh, wow, c'est impressionnant. C'est impressionnant, regardez. Vous voyez tous les petits cailloux. Vous avez réellement les 33 millions de pixels qui sont exploités pour moi au maximum. Et même dans les coins, vous voyez ici, ça reste très très bon. C'est-à-dire que là, vous définissez très bien. Et pour l'impression, moi, vous voyez, c'est génial. C'est-à-dire que là, je sais qu'avec cet objectif, je peux imprimer sans aucun problème. J'aurai une qualité d'image assez folle. Vous voyez ici sur la cime des arbres, pareil, c'est très très bien défini. Autre exemple, toujours en paysage, vous voyez, là, hop là, voilà, en zoomant, là vous voyez, ça craque, ça croustille. Vous avez ici en plus la dynamique du Sony A7 IV qui aide fortement. Et vous voyez, même quand vous regardez dans le coin gauche, vous voyez que ça fourmille à nouveau de détails. Certes, c'est un chouïa moins bon qu'au centre, c'est normal, mais ça reste pour moi exceptionnel. Là, on est à f5 et là, l'objectif, il tire tout son potentiel. Donc là, c'est le même constat sur cette photo-là. Là, c'était Laura qui avait pris cette photo, donc on est à f2.8, donc généralement, à pleine ouverture, c'est un petit peu moins bon. Bien sûr, l'objectif à f2.8,
c'est souvent de faire du bokeh. Donc là, vous voyez, vous avez le bokeh et tout. Donc là, Laura, elle couvre les backstage. C'est pas le point de vue le plus flatteur pour moi, on va pas se mentir. Mais voilà. Et donc, on fait des photos aussi des backstage, etc. Et puis là, bah, vous voyez que en fait, bah, vous pouvez lire tranquillement le logo Nisi sur la plaque du L-bracket sans aucun problème, sans aucun problème. Et vous avez là aussi, mais vous pouvez lire. Franchement, si, bah, voilà, EAC, enfin, vous pouvez lire sans aucun problème ce qui est marqué sur l'arrière de l'écran. Je vous dis, c'est exceptionnel. Pourtant, on est à f2.8. Hein. Alors, on est au centre, hein, mais c'est quand même, moi, je trouve ça impressionnant. À nouveau, vous voyez, je voulais vous montrer là aussi. Regardez. Alors, désolé, mais vous voyez les poils sur les poils. Le niveau de détail que vous avez sur les poils du visage. Alors je vous dis, ça, tous les défauts ils ressortent. Voilà, c'est pas l'optique, vous savez, qu'on appelle de caractère qui a un rapport flou. Non, là c'est sharp de chez sharp. Hein. C'est détaillé de chez détaillé. On aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, voilà. Je vais passer ça, on a déjà vu. Et on va passer maintenant, vous allez voir, sur une utilisation urbaine. Alors là, c'est à New York. Vous voyez, à New York, tout à l'heure, on parlait d'AF. Là, j'ai pris ce monsieur au mauvais moment, le pauvre, sur son vélo. Mais vous voyez, voilà, là, vous avez le suivi AF qui est très bon, un 1250e, f2.8. Ben, vous voyez, mise au point, tac, ça a chopé son œil. Il est parfaitement net. Et puis, vous voyez, derrière, vous avez le bokeh, joli bille de bokeh. Et vous voyez, le bokeh derrière, je le trouve doux, c'est pas nerveux. Voilà, il y a des objectifs qui seraient plus nerveux. Moi, je trouve que c'est très satisfaisant sur ce point-là. Au niveau des contrastes, je vous parlais des micro-contrastes. Je n'ai pas touché au contraste sur cette photo, je n'ai rien touché. C'est l'exposition de base, etc. Je n'ai rien touché. Là, voilà, c'est la photo telle qu'elle a été prise. Et vous voyez, regardez au niveau des détails, quand vous zoomez, les détails sur le filet qu'il y a devant. Oh, moi, je trouve ça presque choquant. Regardez là tous les détails que vous avez. Vous voyez tout. Et vous avez, notamment, vous voyez ici, là, vous avez de beaux contrastes entre les deux. Et là, vous voyez, c'est super riche en contraste. C'est super riche nativement en contraste. C'est un objectif pour moi de caractère. Et waouh. Pour un zoom, je trouve ça stratosphérique. Voilà. Toujours sur la question de l'homogénéité, ça c'est un très bon exemple. Là, vous avez, alors en façade, vous avez des détails. Vous voyez, à nouveau, on est à f5.6. Donc là, on est sur presque le sweet spot, donc le point de netteté maximale de l'objectif. Là, vous voyez à nouveau tous les détails que vous avez sur la façade. Et quand je remonte dans les angles, vous voyez ici, vous avez la façade. Et bien, vous avez, pareil, toujours, mais un détail de fou dans les coins. Et pareil, si je prends sur le coin, en bas à gauche, vous voyez que c'est très, très net. Donc, si vous avez une utilisation paysage avec cet objectif, bah, vous ne serez pas déçu parce que, bah, voilà, il est très très bon et moi je le trouve homogène. Là, sur des photos de loin, il faut prendre en compte qu'il faisait très chaud, donc il y a aussi de la pollution, de la brume atmosphérique. Donc vous avez aussi, vous allez voir après. Mais vous voyez que là, on définit parfaitement la Statue de la Liberté. On est depuis le Rockefeller Center, donc je sais pas combien il y a de kilomètres, mais c'est très loin quoi. Et vous voyez que là, la photo 197 mm, voilà. Vous voyez les gens là. Moi je vois les gens sur le. C'est impressionnant. Vous voyez même les gens sur le piédestal. Le bateau, vous voyez en fait qu'il est déformé à cause de la chaleur et de la brume atmosphérique, mais c'est pas à cause de l'optique. Et vous voyez là aussi que c'est très net et que les déformations sont liées à la brume atmosphérique. Là, vous voyez, ça fait comme un petit voile ondulé. Voilà. Bon. Autre exemple, lui j'y reviendrai après, par rapport à la brume. Voilà, ça c'est un bon exemple. Là, vous voyez, typiquement, vous avez les façades. On est en milieu de journée quasiment, donc la luminosité, c'est pas du tout ça. Cependant, vous voyez, quand vous zoomez, vous voyez ici, vous devinez sur les bâtiments, comme je vous dis, des légères ondulations. Ça, c'est la brume atmosphérique avec la pollution, la chaleur, etc. C'est pas du tout lié au défaut optique. Et quand vous zoomez, vous voyez sur des bâtiments plus proches, ça disparaît. Tout simplement. Voilà. Je voulais vous le montrer pour que ce soit clair. Sur la photo sur des objets assez près, là aussi c'est très convaincant et tout le piqué prend
prend tout son sens. C'est pas un objectif qu'on pourrait qualifier de proxy photo. Là-dessus, je crois que le Tamron est vraiment meilleur. La distance minimale de mise au point, je l'ai pas en tête, mais elle est pas exceptionnelle. Hein. Là-dessus, on va pas se mentir. Mais bon, ça pour moi, c'est pas du tout un problème. Par contre, vous voyez à nouveau, si vous zoomez, là, vous voyez que c'est parfaitement défini. Vous lisez tout parfaitement. Vous voyez tous les détails, les petites rainures sur le métal. C'est extrêmement riche. Vous voyez là également, vous avez des détails. Pourtant, c'est un petit peu plus sur le coin. Voilà. Donc, j'ai pas noté. De toute façon, pour moi, ces questions sont aujourd'hui presque un peu limitées. Mais vous savez, au niveau des aberrations chromatiques, dans la mesure où par défaut j'ai l'activation de profil de l'objectif qui est activée avec les aberrations chromatiques, même en prise de vue j'en ai pas noté particulièrement, enfin c'est pas quelque chose à un moment je me dis ah il y a des aberrations, voilà. Donc là-dessus je pense que c'est un très bon objectif, je vous dis j'ai même pas prêté attention pour vous dire. En montagne, vous voyez sur le sapin vous avez énormément de détails, waouh, là regardez comme ça fourmille. C'est impressionnant. C'est-à-dire, vous pouvez naviguer dans votre photo et même là, vous voyez, je regarde, je me dis wow. F6.3, donc là, on est au niveau piqué, on est sur le summum. Et à nouveau, vous avez ici, là, vous devinez bien tous les détails, tous les petits rochers, etc. Top qualité. Même chose sur ce cliché, je vais passer. Là aussi, je voulais vous montrer, j'avais pris cette photo sur la plage. Vous voyez, au niveau des textures de tuiles, c'est très réussi, on voit tout le détail, pareil sur le phare, vous voyez au niveau même le micro-câble ici là qui est très très fin, l'objectif arrive à le restituer. On termine maintenant la série, je voulais vous montrer des clichés sur des scènes très colorées, très contrastées, notamment voilà tout ce qui est coucher de soleil, etc. pour voir un petit peu le rendu, également au niveau de tout ce qui est flair, etc. Moi je trouve qu'il tient particulièrement bien, j'ai jamais été gêné, et le pare-soleil aussi il fonctionne très bien, mais c'est pas un objectif à flair, voilà. Il prend très très peu le flair. Là, c'était un coucher de soleil et j'avais publié d'ailleurs sur ma page Instagram, j'avais publié la photo où il y a le soleil qui passe et quand il passe, il y a une nuée d'oiseaux. C'est fou. Et là, en fait, je voulais vous montrer celle-là. Voilà, regardez. Vous avez le soleil, alors qui est parfaitement défini. Là, c'est le Sony A7 IV qui fait des miracles. Et puis, vous avez ces deux oiseaux qui sont, vous voyez, la délimitation ici au niveau de l'aile. Vous devinez légèrement, parce que la mise au point est sur les oiseaux, vous devinez légèrement le phare qui est flouté, tous les petits détails sur le rayonnement, sur la vitre du phare. Voilà. Voilà. Et quand vous regardez au niveau de l'eau, vous voyez plein de petits détails, ça regorge. Je vous dis, c'est un objectif qui vous laisse pantois d'un point de vue qualité, quoi. Et là, vous voyez la photo maintenant sur le phare. Bah, c'est extrêmement défini, on voit tout le détail même sur les antennes. C'est le même phare que je vous montrais juste avant, hein, 2 jours. Et vous devinez au loin très nettement les maisons. Donc ça, c'est au Cap Grinier. Et vous devinez ici même le restaurant La Sirène. Et puis, vous voyez, même sur l'eau, tout est parfaitement net. Et puis, voilà, un cliché ici pour conclure. Est-ce que j'en avais un autre? Ouais, il y avait celui-là. Mais on va terminer là-dessus. Au niveau de ce cliché du Cap Blanc-Nez, donc c'est sur la même soirée, simplement là le ciel s'est littéralement embrasé et on avait un ciel qui était violet. Encore une fois, je n'ai rien touché niveau couleur, saturation, quoi que ce soit. C'est le fichier tel qu'il sort de l'appareil. Et puis là, vous voyez déjà au niveau des couleurs, je trouve il restitue très très bien les couleurs, en plus des contrastes. Et là, quand pareil, vous zoomez, vous avez tous les poulets de mer là qui sont là, avec les mouettes, les deux, et vous avez, vous voyez, malgré le flou avec le bokeh, parce qu'on est en f6.3, vitesse très lente, parce qu'il visait son, mais là, je précise que l'appareil est sur trépied. Il est sur trépied, voilà. Et vous avez les gens ici qui sont très très nets, pourtant ils sont loin sur l'horizon, etc. Vous devinez parfaitement la personne ici en rouge sur le chemin, vous devinez une autre personne là, vous voyez tous les détails au niveau de la façade du calcaire, etc. Bref, tous les piquets de rando, le monument de la Border Patrol au niveau du Cap Blanc-Nez, tous les poteaux, etc. Et vous voyez, même sur l'extrémité ici sur la droite, hein, je suis au bord, bah, tout est très très net. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour d'un point de vue qualité photo. Maintenant, on va repasser de l'autre côté et puis on va terminer et on va aborder quelques autres petits points. Ok, donc vous avez vu d'un point de vue optique, cet objectif est stratosphérique et il remplit tout ce dont j'ai besoin. Et voilà, c'est réellement l'objectif le plus incroyable que j'ai jamais possédé.
Mais comme je disais, en même temps, à 3000 balles, il peut. Avant de conclure cette vidéo et puis d'essayer de situer cet objectif parmi ses concurrents, j'aimerais revenir sur deux points majeurs. D'abord, un, la stabilisation, et deux, la partie plutôt vidéo. Concernant la stabilisation, vous avez une stabilisation intégrée qui est la bienvenue sur ce type de focale. Cependant, je tiens à le dire, cette stabilisation, j'ai été assez déçu. Elle fonctionne bien, on va dire. Cependant, je dois vous dire que quand bien même de nuit c'est utile, elle fait pas des miracles non plus. Et j'ai été surpris de constater que cette stabilisation, je l'ai trouvée moins bonne que celle que j'avais, écoutez bien, lorsque je possédais un Tamron 70-200 2.8 sur réflexe Nikon, donc même pas la version G2, la version G1. Donc vous voyez, c'est un objectif qui a pas 2 ans, quoi. Je trouvais à l'expérience, mais c'est indéniable pour moi, que le Tamron avait une bien meilleure stabilisation que ce Sony 70-200 2.8 GM2. Donc j'ai été très surpris. Il y a 3 modes de stabilisation. Le mode 1 c'est standard, 2 c'est panoramique et 3 c'est stabilisation y compris dans le viseur. J'ai gardé le mode 1 pendant un petit moment, au début que j'ai eu cet objectif, et parfois je me demandais même si la stabilisation fonctionnait, c'est pour vous dire. Par contre, quand je suis passé ensuite sur les modes 2 et 3 en me disant, crotte alors, c'est quoi ce Beans? Et bien là, c'était mieux. Je suis resté plutôt sur le mode 2, en général, c'est celui qui pour moi est le plus efficace, en tout cas dans mon utilisation quotidienne. J'ai été quand même assez déçu et je pense que ça n'est vraiment pas la plus grande force de cet objectif. Voilà, la stabilisation elle est là, mais elle n'est pas exceptionnelle. En vidéo, et ça me permet de glisser vers la partie vidéo, en vidéo la stabilisation, elle, encore une fois, elle est la bienvenue, mais elle n'est pas parfaite. On pourrait faire mieux, pour moi, je pense que les ingénieurs auraient pu faire mieux, parce que vous avez quand même des petits tremblements, etc. Et je pense que, moi je le fais et on peut stabiliser en post-production. C'est parfois un peu compliqué, mais globalement ça se fait. Sinon, si vous le pouvez, ce qui est assez fou, c'est que moi j'ai tendance à davantage le mettre sur trépied, voilà, à faire des prises de vue au trépied. Sinon c'est un peu trop mouvementé, assez focal, et ça compense pas assez les mouvements. Et surtout, si vous le mettez sur trépied, forcément, pensez à bien désactiver la stabilisation, parce que sinon, en photo comme en vidéo, vous aurez des mouvements, vous aurez des photos floues, et en vidéo, ça bougera un petit peu, ça sera désagréable. Maintenant, sur la partie purement vidéo, alors cet objectif, d'un point de vue vidéo, moi ce qui m'importait, c'était d'avoir un objectif qui, notamment, ne faisait pas de pompage lorsqu'il faisait la mise au point, ce qu'on appelle le focus breathing. Cet objectif, je le trouve là-dessus incroyable et je n'ai aucun problème avec le Sony Alpha 7 IV. Le couple fonctionne particulièrement bien. Et donc j'ai ici un objectif qui en vidéo est assez exceptionnel avec la bague d'ouverture en plus cliquable ou décliquable. Ça fonctionne très très bien. Enfin voilà, si vous cherchez là-dessus une utilisation vidéo, sachez qu'il fera particulièrement bien le job, pas de problème de mise au point, pas de problème de focus breathing, enfin voilà, il coche toutes les cases. Bref, on arrive à la conclusion de cette vidéo. La question maintenant, c'est savoir, voilà, cet objectif il coûte 3000 balles, 3000 euros, voilà, c'est quand même assez stratosphérique, et la question c'est savoir pourquoi, par rapport aux autres références qui existent sur le marché, j'ai préféré mettre cette somme plutôt que de mettre moins dans d'autres références. Vous avez peut-être constaté ou pas, c'est quelles sont en fait les autres références sur le marché. On va partir des moins chers vers les plus chers. Le moins cher aujourd'hui, c'est en équivalent 70-200, on va dire, sur cette plage focale et sur ce type d'objectif. C'est le Tamron 70-180 2.8 qui lui se trouve à 1200 €. Vous trouvez ensuite le 70-200 mais en F4 et lui se trouve aux alentours des 1500 € à peu près. Vous avez enfin le 70-200 2.8 GM version 1, donc la première version, qui lui se trouve aux alentours des 2000 €. Et la question c'est savoir pourquoi pas s'aiguiller vers un de ces 3 autres objectifs et pourquoi avoir mis autant dans celui-là. Alors déjà pour moi, la première version est vraiment moins bien sur pas mal de points, donc déjà je l'élimine. Ensuite la version F4 est pas mal. Et là où elle était réellement mieux par rapport au GM1, c'était qu'il y avait un écart de poids assez important, et puis il était aussi quand même beaucoup moins cher. Et c'est vrai que cette question peut se poser. Cependant, par exemple, au niveau du poids, vu que maintenant cet objectif est allégé de 500 grammes quasiment, en fait l'écart de poids il n'existe plus. Et surtout, l'autre objectif est à ouverture F4. Maintenant, il se pose la question du 70-180 de Tamron, et celui-là, moi je trouve qu'il est particulièrement intéressant, surtout quand on prend en compte le prix. En effet, le Tamron a d'énormes avantages, donc déjà il coûte 1200 €, le Sony 2.8 GM2 lui coûte 3000 €. Ensuite, la qualité optique est vraiment
très très bonne. Forcément, elle est un chouïa moins bonne que sur le GM, mais elle est déjà excellente. Et ça suffira pour en fait l'utilisateur lambda, que ce soit pour le plaisir ou même pour une utilisation pro, il n'y a pas de problème. Et donc qu'est-ce qui a fait que, par exemple, moi je suis parti plutôt là-dessus et que j'ai mis le triple du prix par rapport au Tamron. Alors la première chose qui m'a convaincu, déjà c'est la qualité optique générale. Et c'est vrai que celui-là, vous l'avez vu, il est absolument stratosphérique. Deuxième chose qui m'a convaincu, c'était au niveau de la construction. Le Tamron, j'ai déjà pris en main plusieurs fois, c'est un objectif qui est tropicalisé, enfin Tamron dit tropicalisé, résistant tout le temps, etc. Mais il fait quand même assez plastique et personnellement, moi mon matériel, surtout un 70-200, c'est du matériel que je vais utiliser certes dans des conditions non problématiques pour du portrait, etc. mais aussi et surtout pour du paysage et dans des conditions qui sont très difficiles. Bon, je viens de re-rentrer, Laura a lancé un feu, c'est vraiment très mauvais là dehors, ça pourrait se dégager dans la journée. Alors étape indispensable là, bien essuyé parce que voilà quoi là, bon. Donc moi je cherchais un objectif qui était résistant avec un zooming interne qui en plus de ça vieillirait très bien dans le temps. Et celui-là, je sais qu'il va très bien vieillir dans le temps. Quitte à investir de l'argent, j'ai envie que mon objectif il dure. Et qui, en plus d'un point de vue optique, est tellement excellent. Je sais qu'avec la montée en définition des capteurs, lui, il suivra sans aucun problème. Vous pouvez le mettre sur un A7R4, A7R5. Il tient la route, mais vraiment sans sourciller. Également, point non négligeable pour moi, la stabilisation. Quand bien même elle n'est pas la meilleure, elle est quand même là et elle fonctionne bien, malgré tout. Et surtout, je vois quand même une différence, notamment lorsqu'il fait très sombre. Et cette stabilisation me permet de réellement baisser en ISO et de compenser la vitesse. Et grâce à elle, j'arrive à faire par exemple du portrait lorsqu'il fait très sombre ou même en ville de nuit sans aucun problème. Sans stabilisation, pour moi, ça aurait été compliqué et ça me permet de gagner ces 2 à voire 3 stops de monter en ISO. En tout cas, pour moi, c'est un critère particulièrement important. Donc pour résumer, moi je pense que ce 70-200 2.8 GM2 est un objectif qui correspond à une utilisation professionnelle pour qui a besoin de tout ce qu'il offre. C'est-à-dire qu'un professionnel, et moi c'est un outil de travail, moi j'ai besoin d'un objectif qui soit optiquement forcément à la pointe, parce que j'ai envie d'avoir les images les plus qualitatives possibles, y compris en paysage en regardant dans les angles. J'ai besoin d'un objectif très solide, qui ne me posera jamais de problème. J'ai besoin d'un objectif stabilisé. Enfin bref, j'ai besoin d'un objectif qui fasse tout ça. Maintenant, si ça n'était pas un outil de travail, et si j'étais amateur juste pour mon plaisir, là, clairement, je ne l'aurais pas acheté. Pourquoi ? Parce que, pour moi, le plus intéressant reste le Tamron, et le Tamron, c'est un super compromis. Déjà, il coûte 3 fois moins cher, et puis aussi, il offre une copie globale qui est assez exceptionnelle, moi je trouve, surtout encore une fois quand on tient compte du prix. Donc, réfléchissez bien à 2 fois si vous voulez acheter cet objectif. J'espère avoir répondu à toutes les interrogations que vous pouvez avoir autour de ce caillou. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi, vous pouvez le mettre en dessous dans les commentaires. Et puis en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.